Dernier jour de la semaine, nous sommes vendredi et aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil à la culture. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer une fois de plus ce rendez-vous. Au menu ce matin sur Bonjour le Bénin, les Vaudondés. Et oui, on ne se lasse pas d'en parler. Au-delà de la fièvre, de l'effervescence et des différents tableaux, plusieurs visiteurs et touristes ont trouvé l'opportunité de mieux toucher du doigt la culture béninoise et d'en découvrir les contours. L'un d'eux sera reçu sur ce plateau pour partager son expérience sur ce rendez-vous culturel. Grande annonce, le troubadour chanteur de la Vierge Marie à travers les pays sera bientôt au Bénin. Un événement qui promet de reconnecter les cœurs à travers la Vierge Marie, la Mère du Christ. En amont, les préparatifs vont bon train et l'un des membres du comité d'accueil sera reçu sur ce plateau pour nous en dire davantage. Et puis, nous continuons notre série sur les réseaux sociaux. On parle aujourd'hui de la course aux likes, aux followers et au partage. Quels en sont les enjeux, mais également quelles sont les stratégies pour en tirer parti sans se laisser avoir. Pour le savoir, restez avec nous. Mais avant tout, le premier rendez-vous informatif de la journée, c'est tout de suite. Le bulletin d'information est présenté par Génial Afouda Monsi Agboka. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 7h. On met le cap sur le CEG Goro d'Abomey où le processus d'inscription des candidats aux différents examens de fin d'année suit normalement son cours. Conformément au calendrier établi par l'Office du baccalauréat et la direction des examens et concours, les dossiers des candidats au bac sont déposés. Quant au dossier des candidats au BPC, eh bien, le processus de leur dépôt est toujours en cours, également sans difficulté. C'est ce que nous rapporte ici le directeur du CEG Goro d'Abomey. On écoute Mohamed Rachid Abouzounon. Il est au micro de Pierrette Adam aussi. Nous avons déposé le dossier de tous les candidats au baccalauréat et session de juin 2026. La quittance pour accompagner ces dossiers aussi a été déposée. La seule difficulté que nous avons eue, c'est au niveau des relevés du BPC que les candidats au baccalauréat doivent déposer. Il y en a qui n'ont pas pu obtenir ces relevés-là. Nous avons dû nous rabattre sur le secrétariat administratif de la direction départementale pour avoir ces relevés. Donc je peux dire en ce qui concerne le bac 2026 que le CEG Goro est pratiquement prêt. Concernant le BPC, nous avons déjà reçu des enfants, leur acte de naissance qui constitue l'essentiel du dossier pour le BPC. Et la plateforme est accessible. Nous avons commencé à inscrire les enfants en ligne et nous attendons le mot d'ordre de la direction départementale pour achever le travail à ce niveau. On a eu à donner la photocopie de notre KCIP, carte de naissance, notre relevé de notes. Après 2 photos d'identité aussi. Nous sommes en train de finir le premier semestre et la preuve, les enfants sont en train de finir la deuxième série des devoirs du premier semestre. C'est à la suite de cette série-là que nous évaluons pour voir le niveau des enfants et organiser les cours de renforcement. Qui pour diriger le Bénin, une certitude, tout va se jouer entre Romuald Ouadani et Paul Rumpoué. Ce que l'on ignore par contre pour l'heure, eh bien, ce sont les valeurs qui vont guider le futur locataire de la Marina. Et justement, le cadre de concertation des confessions religieuses propose un portrait à incarner par le prochain chef de l'État. Écoutons le porte-parole qui en profite pour appeler au respect de l'ordre démocratique dans la perspective de l'élection présidentielle. Le CCCR rappelle l'exigence adressée aux institutions en charge du processus. Se conformer strictement à la loi et conduire le processus avec sagesse, équité, impartialité et pédagogie. Le CCCR appelle donc l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à se soumettre aux droits en vigueur et à respecter l'ordre établi et à privilégier les voies de recours légal en cas de contestation ou de contentieux. Le futur président de la République du Bénin doit être un homme d'État et non d'intérêt personnel, ayant la crainte de Dieu.
épris de paix, de tempérance et de solidarité, capables de rassembler et d'apaiser. Le CCCR rappelle avec force que le Bénin a besoin d'un leadership responsable, moralement enraciné et tourné vers l'intérêt général. Intéressons-nous à présent à des hommes et femmes qu'on voit se déployer dans les lieux de vote, mais qui ne votent pas. Eux, ils veillent plutôt, observent et consignent. Ce sont les sentinelles silencieuses du moment démocratique qu'est le vote. Alors, qui sont réellement ces observateurs électoraux? Quel est leur profil et mandat? Jusqu'où va leur mission? Et surtout, où s'arrête leur responsabilité? Zoom sur ceux qui scrutent le tournant démocratique du vote. Ils sont discrets, mais leur rôle est fondamental, présent là où se joue l'essentiel, l'expression du suffrage. Les observateurs sont des citoyens qui ont pour rôle de regarder deux choses principales. La première chose, est-ce que l'élection répond aux standards internationaux? Maintenant, il y a aussi qu'on voit, surtout, est-ce que la loi nationale est respectée? On ne fait jamais partie d'une mission d'observation internationale de son propre pays. Si par exemple l'Union africaine déploie une mission au Bénin, vous ne verrez pas parmi les observateurs un Béninois. Il existe deux grandes familles d'observateurs, les observateurs nationaux et les observateurs internationaux. Au sein de ces derniers, on distingue les missions de long terme et celles de court terme, chacune avec des objectifs et des méthodes bien définies. Court terme, ceux qui regardent seulement, disons, la campagne, le jour du scrutin et les résultats. Mais il y a des observateurs de long terme. Eux, ils restent plus longtemps et ils ont plus une fonction analytique pour regarder en profondeur, analyser la loi, le comportement des médias, la campagne électorale, le fonctionnement des partis politiques. Devenir observateur électoral ne s'improvise pas. Il faut être accrédité par l'État hôte et se conformer à plusieurs règles. Le respect des tests du pays. Le rôle de l'observateur, c'est d'analyser, de regarder, de faire des rapports, de déposer. Ces rapports serviront à améliorer les scrutins futurs. Il y a des formations à l'université, à la chaire UNESCO d'Abo Mekalavi, il y a le master de direction, qui est une matière sur l'observation électorale. Il y a le centre Kofi Annan de maintien de la paix, aussi qui fait. Il y a beaucoup de centres qui le font, mais c'est d'abord la volonté. Si vous allez au niveau des ONG du Bénin, ils ont beaucoup d'expérience, il faut vous engager comme citoyen bénévole intéressé par l'observation. Cyril Nguyegang Nchasep est porte-parole des experts électoraux de la zone CEMAC. Accrédité au Bénin, il est mandaté par son institution pour remettre à la Sénat le rapport de sa mission d'observation. Nous avons couvert une grande partie du territoire national du Bénin et on en ressort très fiers du bon déroulement de ce scrutin, malgré quelques couacs qui ne manquent jamais. Si vous lisez les rapports, même si dans les déclarations préliminaires, déclarations finales des missions d'observation électorale, il y a une forme de bienséance diplomatique, comme vous dites, les rapports, les choses qui fâchent sont écrites. On fait simplement attention à dire les choses qui fâchent dans un style qui ne fâche pas. Quel est le souci? C'est d'améliorer au fur et à mesure les processus électoraux. Si vous êtes accrédité dans un pays et que vous pondez un rapport incendiaire, et que vous insultez les autorités politiques, je ne suis pas sûr que ce pays soit enclin à vous inviter une prochaine fois pour une mission d'observation électorale. Entre vigilance démocratique et diplomatie, les observateurs électoraux marchent sur une ligne étroite, une ligne où chaque mot compte. Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle confirmant le retour en force du bloc républicain à l'Assemblée nationale, Alimatou Badaro, l'une des rares femmes tête de liste élue, est montée au créneau. Entre gratitude et fierté, l'élu parlementaire de la 26e circonscription électorale appelle à la mobilisation et à la persévérance. Elle estime que le plus dur reste à accomplir pour consolider la dynamique talent. On l'écoute dans une séquence proposée par Évariste Zoman et Rachida Biomama. Nous sommes satisfaits parce que nous, notre parti, le Bloc républicain, a fait un grand progrès à travers cette élection. Et donc, nous sommes contents. Nous aurons voulu être la première force politique. Mais une chose est sûre, nous avons travaillé cette fois-ci. Et donc, nous gardons espoir que les prochaines élections seront les élections du Bloc républicain. C'est vrai, ce n'est pas facile pour les femmes d'être à ce niveau de responsabilité.
Et bon, nous avons appris, comme on dit, les échecs femmes. Nous avons appris à rentrer dans la cour des hommes. Et il faut travailler pour y arriver, il faut mettre les moyens comme il faut. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, ça a payé. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tous nos militants, tous nos camarades qui ont contribué à cette victoire. Je voudrais remercier cette population de la 15e circonscription en particulier, leur dire qu'ils ne se sont pas trompés en faisant un choix, celui de choisir la liste du Bloc républicain, de choisir la femme que je suis. Ce parlement qui est en train de s'installer, c'est un parlement qui a plusieurs couleurs déjà. C'est un parlement jaune et vert. Donc déjà, ce n'est pas monocolore. Ça, c'est le choix du peuple béninois. C'est le peuple béninois qui est allé voter. C'est lui qui a décidé de donner ses voix au grand parti de la mouvance présidentielle. Et vous avez vu, la loi dit 20% dans chaque circonscription électorale. Les autres partis n'ont pas pu atteindre les 20%. Ça veut dire qu'ils doivent aller travailler davantage, apporter un projet de société pour convaincre les Béninois. Nous avons porté, avec son excellence le président Patrice Talon, un bilan qui a révélé le Bénin. Et les populations ne sont pas aveugles. Les populations ont compris que si nous voulons encore avoir des marchés modernes, avoir des routes, de l'asphaltage autour de soi et de l'emploi pour les jeunes, il faut choisir les partis de la mouvance présidentielle. Il s'agit de ça. C'est le bilan qui parle pour nous et les populations ont espoir. Ils en veulent davantage. L'Agence béninoise de la gestion de la logistique des officiels annonce déjà le prochain pèlerinage à la Mecque et surtout à l'organisation du Hajj 2026. Les sociétés agréées ainsi que les futurs pèlerins sont invités à respecter scrupuleusement les délais fixés, aucune prorogation n'étant possible. Hilaire Kodjo pour les détails. Le compte à rebours est lancé. Le Hajj 2026, c'est 2300 places pour le Bénin. Mais déjà environ 680 pèlerins ont sécurisé leur voyage sacré. Il reste 1620 opportunités et le temps presse. Le dernier délai pour le paiement des frais est fixé au 7 février 2026. Pas un jour de plus, pas de prorogation possible. Les autorités saoudiennes sont claires et l'Agence béninoise de la gestion de la logistique des officiels AGLO est ferme. Rigueur et ponctualité sont les clés de l'inclusion. Dans ce cadre strict, une bonne nouvelle. Grâce à la subvention du gouvernement, le coût est allégé. 3 600 000 francs CFA pour le standard, 4 810 061 francs pour le premium. Pour les non-résidents, le tarif est de 3 200 000 francs CFA en standard et 4 410 061 francs en premium. Mais au-delà des chiffres et des tarifs, l'essentiel demeure la foi, la discipline et la préparation. À partir du 29 janvier, les passeports doivent être déposés. Date butoir, 8 février, sans exception, sans excuse. Ainsi, le Hajj est bien plus qu'un voyage spirituel. Il commence ici par le respect des délais. Futurs pèlerins, sociétés agréées, le message est clair. La Mecque vous attend, mais seulement si vous êtes prêts à temps. 27e championnat d'Afrique des Nations de hand senior homme, deuxième journée de compétition pour les Guépards à Kigali. Face au Congo, les Guépards ont courbé l'échine dans un face-à-face très serré. Le compte rendu avec Edmond Rungbo et Setonji Metoli. Les Guépards s'inclinent 22-26 face au Diable Rouge du Congo, cinquième meilleure nation africaine chez les hommes. Un score serré au terme d'un face-à-face engagé où le Bénin a montré de l'impact et du caractère. Dans le contenu, ce qu'on a produit aujourd'hui par rapport à hier, ça n'a quand même plus rien à voir. Et on a livré un match qui correspond au niveau de la CAN aujourd'hui. L'intégration des binationaux Sossou, Abdou et Isaac, absents lors du match contre le Maroc, a clairement apporté plus de vivacité et de percussion en attaque. Dans les cages, Gilbert et Joël ont répondu présents, offrant sécurité et confiance à une défense combative et déterminée. On a dit vraiment les gars, il faut aller au charbon, on doit aller au charbon. On doit montrer que nous avons de la qualité, nous avons de la puissance. À Kigali, les Guépards sont clairement en mode apprentissage et progression, dans une compétition qu'ils découvrent encore. Dans ce groupe D, le Cap-Vert, leader, et le Maroc, deuxième, prennent les commandes. La troisième journée s'annonce décisive. Le Bénin défiera le Cap-Vert pendant que le Maroc croisera le Congo.
Fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Voilà. Merci à vous, Génial Afouda Monsi Agboka, de l'avoir présenté. On poursuit justement cette balade matinale. Place à présent à événement à la une. Événement à la une avec Patrick Diossou et son invité qui sont déjà en train de prendre place. Je vous l'annonçais, le troubadour sera au Bénin. Alors Patrick, bonjour. Oui, bonjour Jennifer Sativi. Oui, le troubadour sera au Bénin. Le troubadour, qu'est-ce que c'est? Nous allons parler de lui tout à l'heure. Mais si vous avez en mémoire, pour ceux qui ont fait la littérature, et quand on parle de troubadour, c'est des chanteurs dans l'ère médiévale, des chanteurs qui faisaient le tour de la France. Pourquoi on parle de troubadour maintenant? Nous allons en parler avec celui qui est membre du comité d'organisation, du comité d'accueil du troubadour pour son passage au Bénin. Cette fois-ci, il était déjà au Bénin il y a quelques années, mais il va passer, et c'est un passage encore plus sérieux, l'autre était toujours sérieux, mais un passage qui est plus marquant. Pourquoi? Il va en parler avec nous. Lui, on l'appelle Léobard Bognon, Léobard Maougnon Bognon. Il est chef d'orchestre, il est membre du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour, M. Patrick. Alors, troubadour, le troubadour, Jean-Claude Giadana. Oui, comment se fait-il qu'on l'appelle troubadour? Déjà, merci et bonjour à toute l'équipe. Troubadour, parce que vous l'avez dit tantôt, il est chanteur, chanteur et catholique, plus précisément. Et il se promène dans le monde pour évangéliser, pour chanter le Christ et l'avènement du Christ. Donc voilà un peu pourquoi on l'appelle troubadour. Donc il passe dans le monde entier. Il vient ici aussi chez nous au Bénin. Il est l'invité de notre cher père archevêque, Monseigneur Roger Mbedi. Alors, on va suivre un élément qui nous plante déjà le décor et pour qu'on puisse continuer à parler. Un premier élément. Avec mon tour. Dieu seul suffit. Alors le troubadour, il sera à Cotonou et il est en train de faire comme un genre de tournée à travers l'Afrique ou à travers le monde. Bon, il continue toujours sa tournée à travers le monde. Quel est son programme pour atterrir au Bénin et son programme au Bénin? Déjà, merci beaucoup. Je tiens à noter que c'est dans la dynamique du thème de l'année pastorale, déjà de l'archidiocèse de Cotonou, que nous travaillons. Oui, nous remercions l'archidiocèse de Cotonou qui vous a permis d'être là ce matin. Merci beaucoup. Et donc, nous avons 3 dates, 3 lieux pour son passage, pour sa tournée à Cotonou. Il y a déjà le mardi 27. Il est sur la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Oui. Et il commence la messe avec nous à 18h30. Oui. Et la messe est suivie d'une adoration, de l'adoration. Ensuite, après l'adoration, nous allons faire maintenant la veillée, qui est le concert même. Lui, il appelle ses concerts une veillée. Parce qu'il estime que ce n'est pas dans le bruit qu'on peut transmettre le message, qu'il faut le calme, qu'il faut la présence de Dieu, que c'est en présence de Dieu qu'on peut transmettre le message. Et après la cathédrale, nous irons le lendemain, le 28, directement à Calavi, pour le bonheur des chrétiens de Calavi. Et donc, ils vont suivre Jean-Claude Dianda et la messe là-bas va commencer à 19h. À 19h, après la messe, c'est toujours suivi. Calavi où précisément? Calavi, sur la paroisse Sainte-Famille et Sainte-Joséphine de Bakita. Oui, sur la paroisse. Okay, voilà. Donc, après la messe suivie de l'adoration, il y aura en même temps le concert qu'on appelle la veillée aussi. Et après avoir quitté Bakita, nous allons directement, nous revenons ici à Cotonou, sur la paroisse Sainte-Cécile. D'accord. Sainte-Cécile. Et nous allons faire le même programme. Et il faut noter qu'il sera accompagné de près de 100 choristes et de l'archidiocèse de Cotonou. Nous allons l'accompagner et il y aura peut-être une petite touche du groupe Evas Bénin qui va intervenir. Vous connaissez bien Evas Bénin? Oui, vous êtes le responsable du groupe Evas Bénin. Oui, alors voilà un programme bien tracé. Donc le 27 et le 28. Mais
pour ce programme, est-ce qu'il y a eu un engagement spécial? Est-ce que c'est l'archidiocèse qui l'a invité ou c'est lui-même qui a fait le programme de venir au Bénin? Ok, déjà, merci beaucoup. Il faut dire que Monseigneur l'archevêque l'a invité. C'est l'archidiocèse qui l'a invité cette fois-ci. C'est la volonté de Monseigneur l'archevêque qui a fait que Jean-Claude soit aujourd'hui au Bénin. Oui. Et il y a l'engagement de Monseigneur l'archevêque, il y a l'engagement de la direction de la musique sacrée qui organise pleinement cet événement pour le bonheur des chrétiens. Donc voilà. Pour le bonheur des chrétiens, je précise, de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Oui. Ce n'est pas limité aux chrétiens catholiques, et même les musulmans. Tous ceux qui désirent rencontrer Dieu par le chant peuvent se manifester, peuvent venir à ces moments de joie. Ok, rencontrer Dieu par le chant. Oui. Donc, et lui-même, Jean-Claude, il explique ce que c'est qu'un chanteur. Il nous l'a expliqué, c'est au micro de nos confrères de l'autre mer. Il a expliqué comment on doit être un chanteur de Dieu, chanteur simplement, ensuite chanteur de Dieu, chanteur chrétien. Il nous l'explique et il nous parle un peu de son début et de son répertoire. On le suit. Un chanteur, c'est quelqu'un qui rencontre les gens. Un chanteur, c'est quelqu'un qui fabrique des émotions. Un chanteur, c'est celui qui livre un peu de son âme. Ce même chanteur est chrétien dans la mesure où il a pour fond de commerce l'Évangile. J'ai fait une première chanson qui s'est intitulée « Pour bâtir l'avenir, donnons-nous rendez-vous ». Et cette chanson, elle a fait le tour de France et je me suis dit, alors peut-être que je suis capable d'en faire d'autres. Voilà, c'était en 1973. J'avais, il y a encore quelques années, 980 chansons inscrites à la SACEM, ça doit faire donc 1 millier aujourd'hui. Et bien sûr, ces chansons génèrent de l'argent. Elles génèrent de l'argent, disons des droits d'auteur, la vente des disques, la vente des DVD, la vente des documents, etc. Cet argent est géré par une association, l'association Saint-Bruno, et cet argent est restitué, si vous voulez, en geste humanitaire. Oui, argent restitué en geste humanitaire, et il a précisé tout au long de l'émission que lui ne chante pas pour l'argent, il chante vraiment pour Dieu. Et donc, on ne l'invite pas pour dire, voilà, c'est un concert payant. Non, c'est pour la communion, c'est pour la communication avec Dieu. Merci, Monsieur Léobard Bouillon, pour votre passage. Et il y a un message spécial que vous voulez envoyer aux fidèles, à tous ceux qui sont croyants, pour pouvoir recevoir Jean-Claude Giadana. Déjà, c'est pour dire que le thème de son passage, sa tournée, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Et pour tous ceux qui sont lumière du monde, tous ceux qui sont sel de la terre, tous ceux qui désirent transmettre, aller à la rencontre de Dieu, je les invite pour les 3 jours de tournée, qu'ils viennent découvrir, qu'ils viennent chanter avec nous pour que le Seigneur soit glorifié. Merci, M. Pratique. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Le rendez-vous Amen. est pris. Donc, pour tous les chrétiens, le troubadour chante beaucoup la Vierge Marie. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent se rendre. L'adresse est donnée, n'est-ce pas, Patrick? Oui, l'adresse est donnée et le rendez-vous est pris. Le premier rendez-vous, c'est le 27, le deuxième, le 28. Et le premier, c'est à Cotonou, d'accord? À Cotonou. C'est à Notre-Dame. Oui, à Notre-Dame. À Notre-Dame. À partir de 18h30, la messe. 18h30, la messe. Et à la Bakita, suite, à Bakita, le lendemain, à partir de 19h. Et à Sainte-Cécile aussi, à partir de 19h. Oui. Donc, voilà, le rendez-vous est pris. Pour tous ceux qui ont envie de voir le troubadour, qui ont l'habitude de le voir à la télé, peut-être sur d'autres plateformes de musique, c'est le moment, plus que jamais. Oui. Alors, et le troubadour, c'est le chanteur médiéval. Mais on a un autre troubadour qui est chanteur, pas médiéval, mais Made in Valley. Made in Valley, il s'appelle Gopal Das. Il a un événement, on va en parler tout à l'heure, mais on suit d'abord ce premier jet qui nous plante le décor de Gopal Das, le Sassigbe. Oui, Sassigbe. Gopal Das. Gopal Das, il est né un 24 janvier
Et demain, 24 janvier, il a un événement. C'est le grand jour. Le grand jour où il va fêter son anniversaire. Mais ce n'est pas simplement lui qui veut fêter, c'est tout un ensemble de personnes qui portent l'anniversaire. C'est son fan club qui veut vraiment lui montrer qu'il est quelqu'un d'important. Donc c'est un événement auquel on vous invite. C'est sur les plateformes, donc Gopal Das, Sassigbe. On suit encore, on continue de suivre Gopal avec cette manière de parler, de faire du slam, mais dans notre langue, en langue béninoise, en Gungwe. Donc, Orijiji, original. Original, sa manière de voir le monde, sa manière de dire, de faire les allitérations, les assonances en langue. Donc, des rapprochements de mots, des synonymes, des paronymes, des homonymes, des homographes, des homophones. Ça, c'est Gopal Das en langue Gungwe. Mais nous allons continuer pour parler toujours d'événements. L'événement, on vient de parler de 2 événements qui sont futurs. Il y a un événement qui est passé. On va revenir sur cet événement, c'est le Vodou Days. Le Vodou Days, la première journée, la journée du premier concert, nous a permis de voir un troubadour. Troubadour en féminin, c'est pas une troubadour, enfin, c'est une troubadour aussi. Alors, elle nous chante comme un ange. Vous avez compris. Qui c'est? Angélique Kidjo. On suit Angélique Kidjo en train de nous chanter. C'est juste quelques extraits de Angélique Kidjo qui plante un autre décor. Et vous allez voir ce qui va suivre tout à l'heure. Africa, chez maman, Africa. Oui, Angélique Kidjo, Vodou Days. Vodou Days, 8, 9, 10 janvier, et elle était là le 8 janvier, le jeudi 8 janvier. Nous avons parlé d'un événement passé. Nous sommes dans cet événement passé. Il est là avec nous, Rahman Cheikh, un festivalier du Vodou Days. Absolument. Il est franco-camerounais. Franco-camerounais, et justement, vous faites bien de le dire. On va le recevoir dans la prochaine rubrique, qui est la rubrique L'invité. Oui. Et il va nous donner son expérience, justement, des Vodou Days. On l'installe avec le jingle. Voilà donc Rahman Cheikh qui est avec nous, Patrick Josue, qui a certainement beaucoup à partager avec nous ce matin. Oui, il a fait une expérience. En tant que festivalier, il a traversé, je dirais, tous les Vodou Days. Bon, d'abord, lorsqu'on parle de chorégraphe, parce que vous êtes chorégraphe, comment vous vous sentez dans cette peau face à Vodou Days? En tant que chorégraphe, vraiment du côté le regard chorégraphe artistique, oui. J'ai trouvé qu'il y avait quand même de très belles propositions en termes de mouvements traditionnels, vraiment culturels, et ça a été pour moi une belle découverte, très belle découverte, vraiment, de voir la culture vraiment béninoise et de voir certains mouvements traditionnels et sur des rites traditionnels. Et déjà, pourquoi avoir choisi de venir au Vodou Days? Comment l'info vous êtes parvenu et pourquoi avoir décidé de venir? Est-ce que c'était par curiosité ou vous vous attendiez déjà peut-être à ce que vous alliez voir? Ah non, pas du tout. Je suis venu par curiosité, par des appréhensions, pour la découverte aussi du pays. Et je voulais vraiment voir ça ressemblait à quoi et avoir plus d'informations sur tout ce qui concernait vraiment la culture du vaudou, en vrai. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que les objectifs, avant de parler des objectifs, est-ce que la curiosité a été satisfaite? Est-ce que les appréhensions sont toujours là? Sur le Vodou Days ou sur le Bénin en région? Sur le Vodou Days d'abord et sur le Bénin après. Ok, sur le Vodou Days, j'ai beaucoup appris. Ça a décalfeutré, carrément même nettoyé toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir sur l'éducation que nous on a eue et qui a été propagée sur tout ce qui va être mystique, mystifié autour du vaudou et les aspects négatifs en fait, qu'on a tendance à lier au vaudou. Et là, le fait de voir, de comprendre, de discuter et d'échanger avec certaines personnes, je me suis rendu compte en fait, que le vaudou, c'est juste vivre bien, quoi. Et quels sont les moments qui vous ont marqué si vous avez suivi le festival? Qu'est-ce qui vous a le plus plu, si on peut le dire ainsi? Le dimanche.
D'accord. Vraiment le dimanche. Le dimanche, pour moi, on va dire, c'est l'un des moments phares où vraiment on peut voir, comprendre certaines choses sur la partie du vaudou. Donc, vous voulez parler de tout ce qui a été rite ou de tout ce qui a été Exactement, exactement. Tout ce qui a été rite a été vraiment pour moi le moment phare de l'événement. Parce qu'en fait, ça permet de mettre en lumière certaines choses qu'on ne voit pas. En règle générale, quand on parle de tradition ou de coutume, on a tendance à le garder soit par rapport à son ethnie. Moi-même, issu de l'ethnie Bamileke, c'est des choses qu'on ne publie pas, ou on n'en parle pas. Ce côté un peu secret, oui. exactement. C'est ce côté qui fait qu'on a l'impression que ce sont des sociétés secrètes. Exactement. Bon, mais quand vous repartez, enfin, vous n'êtes pas encore parti, quand vous ressortez de là, est-ce que vous avez envie de revenir, d'abord de parler de ce que vous avez vu, de ventiler ça, d'en parler autour de vous dans votre pays, ou Clairement. vous voulez garder simplement Non, secret? non, au contraire. Je trouve que moi, j'ai eu la chance de découvrir parce que j'ai une amie qui est béninoise de base, de connaître cet événement-là, et je suis venu aussi pour ça. Et le fait de pouvoir le voir réellement, ça permet de le ventiler plus. Je pense que quand je vais rentrer, que ce soit au Cameroun ou en France, je vais en parler autour de moi. Est-ce qu'il y a des similitudes? Moi, je suis curieuse de savoir, Patrick, parce que vous avez parlé du côté Bamileke tout à l'heure. Est-ce qu'il y a peut-être des similitudes entre cette culture-là? Est-ce que vous avez trouvé ici? Sur mon espèce de road trip au Bénin, je me suis rendu compte que, ouais, il y a quand même pas mal de similitudes sur certains rites et traditions. Par exemple, l'huile rouge qui est souvent utilisée pour nourrir les spiritualités. Nous, on l'utilise pour nourrir les ancêtres. Absolument. Voilà, l'huile rouge, les graines de coquille. Je ne sais pas, quand vous dites haricots un petit peu, les petits haricots, nous on dit les graines de coquille. Avec ça, on nourrit aussi les ancêtres. Donc il y a pas mal de rites que j'ai aussi vu avec la culture Sawa, qui est le peuple Douala, les peuples Douala au Cameroun, sur les tenues vestimentaires ou le mouvement. Vraiment sur les mouvements, mais au niveau de la danse, il y a vraiment des similitudes. Je pense que l'Afrique, en tout cas c'est ma perception, l'Afrique, au-delà de la manière dont on a été découpé un petit peu, je pense qu'on a quand même des similitudes un peu partout. Ouais, en parlant de danse, vous avez parlé de similitudes pour les danses. Est-ce que même dans les intonations de chant, dans tout ce qui est, je dirais, musical, tout ce qui est musique, vous avez senti aussi un genre de regard similaire? Je vais vous dire que le djembé, en tout cas c'est une des visions que j'ai, le djembé, le tambour, chacun met le gros cas, même les Antillais, parce que j'ai fait aussi un tour aux Antilles par rapport à ça. Je pense que tout ce qui va être instrument, percussion, à peau de bête, c'est l'Afrique. Pour moi, je l'associe à l'Afrique, pure et dure. Donc, sur le Vaudou Days, il y a eu la partie où ils tapaient énormément, où les gars ont joué en tapant là. En fait, on le ressent, cet appel-là. Je ne peux pas le décrire. Et c'est justement de cette connexion que j'allais vous parler. J'aimerais vous, puisque vous avez parlé des similitudes avec les peuples Sawa et tout, est-ce que vous êtes un peu senti finalement chez vous, en quelque sorte? Totalement. Totalement. Au contraire, franchement, totalement. N'est-ce pas? J'ai pas fait de différence entre le Cameroun, à part sur la partie moderne. Je trouve que le Bénin est très moderne. Ça m'a vraiment choqué de fou. De gros moyens sont déplacés pour valoriser la destination. Non, vous avez, pour moi en tout cas, je suis très bien choqué, dans le bon sens, de voir le Bénin dans son développement complet. C'est vraiment impressionnant. Si je dois comparer avec le Cameroun ou la France, vous n'avez rien à envier à la France. Merci. Nous, le Cameroun, on vous envie. Je crois qu'on a eu un gros coup de cœur sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et justement, le festival en lui-même, au-delà de l'aspect culturel et culturel, est-ce que l'ambiance, quelque part, était plaisante? Oui. Oui, on se sentait, en fait, moi, je me permets de parler, je parle pour moi, que les Béninois sont vachement accueillants. Très accueillant. Je trouve vraiment très accueillant au niveau du sourire, au niveau du partage. Il y a ce côté d'envie de recevoir. Je n'ai pas fait toute l'Afrique pour pouvoir comparer à toute l'Afrique, mais je ne me suis pas senti regardé, jugé ou comparé. Au contraire, je me suis senti vraiment accueilli. Ok, ça fait vraiment plaisir. Donc, sur le plan culturel, vous vous êtes senti accueilli. Sur le plan, je dirais, intellectuel, vous vous êtes senti accueilli. Sur le plan de la modernité, de tout cet ensemble, comment vous trouvez le Bénin? Beau. Beau. Beau.
Je dis tout le Bénin. Hein. Franchement, vous avez pu faire des tours à Paouida? On a fait un bon road trip. Nous avons commencé avec Cotonou, avec le festival. Après, on est monté sur... on est parti visiter Ganvier, Dassa, si je ne me trompe pas. Après, on a terminé sur Grand Popo, avant de revenir là sur Cotonou. Et les différents paysages, c'est vraiment agréable. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour, en termes de, je dirais, petite ville, pour Dassa, le côté colline, c'est ça? Colline, les maisons en colline, les randonnées, le petit côté montagne un petit peu. Et franchement, ouais, Bénin, plaisant. Et je rappelle justement que vous êtes artiste parce que chorégraphe, danseur. Est-ce que ce genre d'immersion-là, je ne sais pas, est-ce que vous en avez l'habitude? Est-ce que ça vous aide quelque part dans votre inspiration? Parce que je sais que les artistes fonctionnent un peu avec ce qu'on appelle la muse. Exactement. Je pense que chaque voyage inspire de base. Chaque voyage, chaque échange, chaque rencontre aussi inspire. Maintenant, sur le Voodoo Days même, moi j'ai pris une belle leçon sur les chorégraphies. De voir les différents âges, surtout les différents âges, la synchronisation qu'il peut avoir, le travail derrière. J'ai pris une belle claque. Et en tout cas, moi, je sais que j'aurais aimé à faire plus d'initiation au niveau danse. Ah, n'est-ce pas? J'aurais aimé. Et ce n'est pas trop tard. Hein. L'année prochaine, vous pouvez également l'essayer. Si Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, vous êtes responsable d'un groupe au Sénégal. Au Sénégal? Pardon, au Cameroun. Oui, je voulais faire juste mais enfin, au Cameroun, c'est de la musique traditionnelle ou bien c'est tout l'ensemble? C'est un groupe de musique contemporaine ou non, vous faites de la danse contemporaine ou de la danse je suis beaucoup plus artiste urbain. Artiste urbain, vraiment beaucoup plus danse urbaine. Maintenant, il y a toujours cette inspiration-là. Je pars des origines, moi. J'ai commencé le bensikin, qui est une danse bamileke, très tôt, très jeune. Cette inspiration-là m'a permis de découvrir le mouvement. En vrai, aujourd'hui, dans ma recherche au niveau de la création, j'ai fait une création il y a 2 ans sur un son de le retour aux sources. En gros, nous sommes la suite de plusieurs, c'est comme ça que je l'ai appelé, où j'utilise des sons traditionnels, vraiment musique traditionnelle. Et sur la gestuelle, on est entre la tradition, le stepping qui est un peu plus américain, et avec le côté hip-hop. Vraiment, ce mélange des styles, pour moi, apporte une... vraiment, pour faire simple, je dirais que je ne veux pas arrêter, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas arrêter la danse à un style. Moi, j'aime la danse avec un grand D. Le fait d'avoir plusieurs inspirations, que ce soit du Bénin, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la France, ou du Luxembourg ou de la Belgique, ça permet d'enrichir mon vocabulaire. Vraiment. C'est-à-dire que les danses béninoises, parce que je ne les connais pas forcément, en tout cas de ce que j'ai vu, je sais que moi, j'aurais aimé aller toucher, aller surfer, aller naviguer, aller en fait, toucher la gestuelle. Et justement, comme je le disais, vous avez tout le temps pour le faire, mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que lorsqu'on parle généralement de musique urbaine, c'est parfois perçu comme étant totalement à l'opposé de tout ce qui est traditionnel. Donc, à quel moment vous pensez à faire un mixage, une sorte de mixage des deux? C'est pas forcément un mixage, je pense que le traditionnel a inspiré l'urbain. D'accord. Je pars de ce principe-là, qu'il y a forcément une base sur toute chose. Pour arriver à faire de l'urbain, on est forcément passé par le traditionnel. Que ce soit de la musique électronique ou autre, on a forcément eu des instruments. Donc, ce n'est même pas un pont, ce n'est même pas un truc, c'est la base. La tradition, pour moi, c'est la base qui fait qu'aujourd'hui, ça existe. Que le moderne existe. C'est parce qu'il y a la base. Donc, comme on le dit, hein, Patrick, des fois, on attache la nouvelle corde à l'ancienne. Et ce qui je dirais, limite, me choque un peu chez Rahman, c'est que, selon nos recherches, vous êtes en France depuis un bon moment. Exactement. Et quand vous suivez, vous parlez tout le temps de tradition, de tradition. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait que je parle de ça? Vous ayez cet intérêt-là. Je suis né au Cameroun. Né et grandi au Cameroun. Je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. J'ai passé pratiquement 24 ans en France. Et il y a toujours eu ce retour aux sources, pour moi. Enfin, à aucun moment il y a eu un break, à tout moment vous êtes resté connecté au Cameroun comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je n'ai jamais, coupé. Je pense que le fait d'être né, ça change beaucoup de choses.
Maintenant, je pense que je suis arrivé à un âge de 12 ans. Quand je compare un petit peu le 12 ans au Cameroun, c'est 18 ans en France. Ok. Dans le comparatif, ça fait 18 ans en France, en termes de réflexion ou autre. Et ce lien-là, il est, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, il sera lié. Je ne veux pas dire que je ne me considère pas, je suis français par nationalisation, mais je suis camerounais aussi dans le cœur. Mais ça ne vous empêche pas de vous intégrer. D'ailleurs, je le souhaite, vous êtes compagnon justement d'une Française. Exactement. Si je ne me trompe pas, donc vous arrivez quand même à vous intégrer comme il faut dans les deux sens. On navigue dans les deux sens. J'ai une double culture. Je ne veux pas le travestir ou le mentir. J'ai une double culture, franco-camerounais. D'accord. Super. Merci beaucoup, Arman. Merci à vous. Oui. Merci. Mais quand je pense au Cameroun, je pense d'abord c'est le bikouti. Le bikouti, ouais. Oui. Vous pouvez essayer de faire un pas de danse ici. Pour notre plaisir, c'est possible. Le bikouti, vous savez faire le bikouti. Le bikouti, on est beaucoup j'ai peur de jouer le micro, on est beaucoup plus sur le haut du corps. Okay. C'est une danse plus des cours, hein. Betty ou Yaoundé. Au niveau du buste, il faut avoir la respiration du buste comme ici. Ça. Voilà. C'est très mouvementé. Si on part sur la cadence, ça va faire ça. Vous allez me noter après. Ça va faire ça. Ah, okay. Voilà, j'ai combien sur 10? Alors, je pense aussi au Makossa, le Makassi. Patrick, vous savez esquisser des pas de danse de Makassi, de bikouti? Ça fait très longtemps. C'est bien. Après, nous avons 257 ethnies au Cameroun. Absolument. Donc, il y a quand même un gros panel en termes de mouvement et de danse. Oui. C'est ce qui m'a plu en fait en venant découvrir le Bénin. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a vous avez des pas intéressants. Oui. J'ai vu des mouvements de jeunes là où j'ai dit mais on dirait qu'ils ne sont pas vertébrés. On dirait qu'ils ne sont pas vertébrés. Mais pourtant ils le sont. Et pourtant ils le sont. C'est surtout ça. Merci beaucoup à vous, Arman Cheikh. Je rappelle que vous êtes chorégraphe, danseur franco-camerounais. Vous êtes également responsable d'une structure qui s'occupe de tout ce qui est danse urbaine, n'est-ce pas? Danse, en gros. Voilà, vous l'avez clairement dit sur ce plateau, Patrick. On va raccompagner notre invité. Oui, avec plaisir. Et je rappelle que Gopal Das, c'est à Kokbeto son anniversaire. Et c'est sur les plateformes, on ne va pas revenir là-dessus largement, mais voilà, un anniversaire qui sera fêté demain. Et la semaine prochaine, on reçoit le troubadour. Certainement qu'il sera aussi sur notre plateau, on verra bien. Merci beaucoup à vous, Patrick. Avec la complicité de la régie, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après ceci. Place à présent donc à la rubrique santé qui nous est proposée par Christelle Tongodo. Mais avant tout, voici le jingle. Santé donc qui s'installe, Christelle nous propose de parler du planning familial. Que faut-il savoir? Avant d'installer notre invité, nous allons faire un tour à la régie et suivre cet élément de Génial Afouda, Monsi Agbouka. L'invité donc qui va s'installer le temps que justement l'élément soit mis en place. Il s'agit d'une sage-femme et voilà, on me dit que l'élément est prêt. Alors, donc je vous reçois déjà, Madame Bernice Ablessou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va parler du planning et on se demande ici si c'est une solution de dernier recours. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on doit parler de la planification familiale. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la planification familiale n'est pas une solution d'urgence. N'est-ce pas? Oui. Alors, à quoi les femmes pensent réellement, puisqu'elles sont les principales ou les plus concernées, elles sont certainement celles qui manifestent le plus. À quoi elles pensent lorsqu'on parle de planning tout de suite? Bon, très souvent, pour la plupart des femmes, quand on dit planification familiale, ça concerne uniquement les jeunes filles ou les femmes voulant éviter une grossesse. D'accord. La plupart des femmes qui ont déjà expérimenté la maternité ne se sentent pas vraiment concernées par la situation. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que vous le dites à certaines étapes de leur vie, est-ce qu'elles sont prêtes à avoir autant d'enfants que possible ou est-ce qu'elles pensent qu'elles sont, je dirais, vaccinées, comme on le dit? Mais non, pas du tout.
Pour les femmes, une fois qu'elles sont mariées, qu'elles ont déjà eu un enfant ou même une fois qu'elles sont enceintes, elles se disent que la question de la planification familiale ne se pose plus. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer ça? La capacité de vouloir enfanter à nouveau? Non, pas vraiment. Comme elles sont déjà au foyer, c'est plus un risque pour elles. Tomber enceinte n'est plus un risque. Donc, elles estiment que c'est uniquement pour les personnes qui ne sont pas forcément dans un foyer engagé. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cela, vous, en tant qu'experte? Bon, je dirais que les femmes elles doivent comprendre que la planification familiale, ce n'est pas seulement une méthode d'urgence qui est réservée à une classe de femmes données, en fait. Donc, elle concerne tout le monde. Et qu'est-ce qui peut arriver justement si une femme qui est au foyer ne prend pas des précautions? Nous avons déjà le risque des grossesses rapprochées. D'accord. Et en quoi est-ce que c'est dangereux, si je ne m'en abuse? Oui, oui. En quoi est-ce que ça peut être dangereux? Qu'est-ce qui n'est pas recommandable ou qu'est-ce qui peut être d'une façon ou d'une autre défavorisant pour une femme qui a des grossesses rapprochées? Déjà, après un accouchement, après 6 mois, la femme est déjà prête à tomber enceinte à nouveau. Donc, vous même imaginez, son bébé a 6 mois, elle est à nouveau enceinte. C'est déjà une contrainte pour elle. Tout à fait. Il y a aussi le côté, le repos pour le corps. Absolument. Après un accouchement, il faut que le corps se repose, il faut qu'elle se rétablisse. Maintenant, si elle n'a pas les informations qu'il faut, si elle ne sait pas qu'il faille qu'elle se mette sous une méthode contraceptive, elle va tomber enceinte à nouveau. Le corps n'a plus de repos. Et cela, c'est un risque pendant l'accouchement. Même pendant la grossesse aussi, elle est exposée à toutes sortes de risques. Donc, il faudrait qu'elle prenne conscience. Et au quotidien, justement, vos portes sont ouvertes à tout type de femmes. Et est-ce qu'il y en a plus qui viennent pour des situations urgentes? Parce que vous commenciez à le dire à l'entame, ce n'est pas pour une situation urgente. Est-ce qu'il y en a qui viennent plus pour les situations urgentes ou est-ce que c'est assez équilibré des deux côtés? Non. La plupart des femmes, elles viennent uniquement lorsque la situation est une urgence. Ah. Oui. Lorsque ça devient une contrainte pour elles. Qu'elles constatent qu'elles sont à nouveau enceintes. Et je parlais des risques justement pour le repos, mais au niveau de la santé, est-ce que, je ne sais pas, prendre une décision comme ça sur le coup, lorsque justement on a une urgence, est-ce que ça peut être dangereux ou pas? Si. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce qu'il n'y a pas un suivi au préalable. Donc, elle vient dans l'urgence. Ce qu'il faut faire, c'est les cas d'urgence. Elle n'est informée de rien. Voilà, c'est une contrainte. Elle vient, c'est la solution qu'on lui impose. Elle est dans la contrainte d'accepter. Donc, elle n'a pas vraiment d'informations. Merci pour toutes ces infos. On va revenir finir de décortiquer. On va à présent suivre le reportage que nous propose Génial Afouda Monsiagouka. Léa Soroukwé, jeune parturiente, vient de donner naissance à son 2e enfant. Un accouchement qui intervient 6 ans après la venue au monde de son aîné. Un espacement voulu et rendu possible grâce aux méthodes de planification familiale. J'ai fait l'implant qui a fait 5 ans avant que j'enlève. Et c'est après l'enlèvement que je suis tombée enceinte de mon second enfant. C'est une bonne méthode et que je recommande à toutes les femmes et à tous les couples. Léa a choisi l'implant, mais il existe plusieurs autres moyens de contraception, notamment le coït interrompu, le stérilet ou encore les pilules contraceptives. Et on a également les injections que vous pouvez voir. Nous avons le Norestera, nous avons le Lafia, nous avons également des méthodes barrières qui, je précise, sont d'ailleurs les seules méthodes qui vous évitent de contracter des infections sexuellement transmissibles. Donc vous voyez là, nous avons le préservatif masculin, le préservatif féminin. Nous avons aussi les méthodes naturelles, comme l'allaitement maternel que nous appelons généralement la méthode MAMA. Nous avons également le collier qui est une méthode naturelle. Là, nous avons aussi les spermicides. C'est des méthodes qu'on utilise sur place. La femme peut l'utiliser 10 minutes avant les rapports sexuels. Nous avons également les méthodes chirurgicales qui sont chez la femme la ligature des trompes et chez l'homme la vasectomie qui sont des méthodes irréversibles. C'est pour toujours. Sûr et fiable,
Le planning familial offre une panoplie d'avantages. Les avantages que j'ai eu à utiliser cette méthode, le DIU, c'est qu'en fait, ça me permettait d'avoir des rapports sexuels comme je voulais. Comme mon mari disait qu'il en avait envie, je n'avais pas à lui dire non pour qu'il aille voir d'autres femmes au dehors. Aussi, ça me permet d'être libre, de ne pas être stressé, penser après que je peux tomber enceinte au point d'avoir peur. Non, il y a la peur qui a disparu et je pouvais vaquer à mes occupations comme je voulais puisque j'allais y programmer ma future grossesse. C'est là que le bébé va naître. Une femme qui adopte une méthode contraceptive, elle a le temps de se reprendre physiquement, de se reprendre aussi mentalement et elle est préparée pour une nouvelle grossesse. La planification familiale favorise le bien-être des enfants. Ça permet au couple de faire des économies et surtout espacer les naissances et éviter les grossesses non désirées. La planification familiale est gratuite. Elle est accessible à tous dans les centres de santé. Un bel élément donc qui nous retrace l'importance de la planification familiale, ses nombreux avantages et les personnes qui ont pu en bénéficier, qui sont certainement satisfaits comme on a pu l'entendre dans le reportage. Déjà, j'aimerais comprendre, est-ce que lorsque vous discutez avec ces femmes-là, qui viennent uniquement en situation urgente, elles vous parlent un peu des facteurs, est-ce qu'il y a peut-être des a priori sur les moyens, les méthodes de contraception? D'abord, il y a les préjugés. D'accord. Il y a les préjugés. Pour la plupart des femmes, les méthodes contraceptives ne sont même pas acceptables. Du moment où je suis mariée, quand je suis sur le toit d'un homme, s'il ne me donne pas l'autorisation, je n'ai pas le droit de me mettre sous contraceptif. Et donc prendre le risque ainsi de tomber enceinte. La majorité des femmes, c'est la réponse qu'elles donnent. Mon mari n'a pas donné l'autorisation, donc je ne pourrais pas le faire. Même si sa santé est en danger, je ne peux pas le faire. Vous sensibilisez les maris parce que je ne comprends pas vraiment ce qui pourrait constituer un problème pour un mari lorsqu'on planifie, parce que je suppose qu'il faut planifier un nombre d'enfants parce que c'est beaucoup de moyens. Et généralement, qu'est-ce qui constitue un frein pour ces hommes-là? Est-ce que vous avez cherché à savoir? Oui. Leur argument, c'est que lorsqu'une femme est sous contraceptif, elle peut aller voir ailleurs. C'est ça l'argument. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes de sensibilisation, des séances de sensibilisation que vous faites ou qui sont prévues à cet effet? Oui. Dans chaque centre, il y a toujours des séances de sensibilisation qui sont faites au couple, à l'homme et à sa femme. Donc, on les sensibilise, mais la majorité des hommes sont réticents. En tout cas, ça porte un peu ses fruits, j'espère. Oui, ça porte. Donc, il faut certainement continuer la sensibilisation. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de ces moyens de contraception et beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Qu'est-ce qui permet que ça tienne jusque-là? Comment se passe tout ce qu'il y a autour? C'est surtout la continuité de l'information donnée. Très bien. On ne se contente pas seulement d'informer les femmes au début de la vie reproductive. On les informe même après un accouchement, pendant la grossesse aussi. Quand elles viennent en consultation, on commence à leur parler un peu de la planification familiale. Donc elles se font déjà une idée de ce dont on parle. Elles discutent avec leur mari. Après l'accouchement, pendant l'allaitement, à tout moment de leur vie reproductive, il y a une information. Donc on les informe tout au long de la vie reproductive. D'accord. Donc, à partir qu'elles soient mariées ou pas, elles ont la possibilité d'aller vers vos centres et de se faire, d'avoir l'information qu'il faut. Et comment vous arrivez à identifier? Est-ce que vous êtes ouvert et ceux qui sont, ou celles, qui sont intéressées viennent vers vous, ou est-ce que c'est plutôt vous qui allez vers certains lieux? Bon, souvent on va vers les jeunes filles. D'accord, dans les écoles par exemple? Dans les écoles par exemple, parce que ces filles, elles sont réticentes. Absolument. Elles se disent qu'elles n'ont pas encore l'âge. Donc, on va vers elles. À partir de quel âge déjà? Déjà à la puberté. 12 ans? Oui, 12 ans. Déjà, lorsqu'elle a déjà ses règles, on doit l'initier à ça, à la planification familiale. Et nous sommes un peu, je vais dire, en Afrique, nous sommes au Bénin. Vous n'avez pas un peu peur que vous allez voir une fille de 5e, de 4e pour lui dire, oui, lorsque tu veux aller dans l'intimité, est-ce que ça, c'est facile? Non. Pas tout le temps facile, mais bon. C'est plus préférable de donner l'information pour qu'elle soit
elles soient dans la prévention. Le mieux, c'est de prévenir que de guérir. Donc, nous sommes plus dans la prévention. Donc, on donne l'information. On ne les incite pas à aller vers une vie sexuelle, mais on les informe. Et est-ce qu'il y a justement des jeunes femmes, des jeunes filles de cette tranche d'âge qui sont sexuellement actives et qui se rapprochent de vous? Oui. Il y en a énormément. Oui, il y en a. Donc, dans ce cas, est-ce que c'est de façon urgente ou est-ce que c'est également un suivi qu'on peut prendre comme cela? Non, ce n'est pas forcément une urgence. C'est un suivi qui se fait. Donc déjà, si elle a déjà eu l'information une fois, elle se sent déjà rassurée parce qu'on discute avec elle d'une manière où elle se dit que bon, celle-ci, je peux avoir confiance en elle, elle n'ira pas raconter ce que je lui dis. Donc elles viennent spontanément quand elles sentent le désir. Il y a certainement des parents qui nous suivent. J'aimerais qu'on contextualise un peu la chose là. Nous sommes en train de parler de jeunes filles sexuellement actives, parce que c'est le thème employé, qui n'ont pas forcément la capacité d'aller parler aux personnes adéquates, mais qui risquent, lorsqu'elles ne sont pas suivies, des MST, des IST ou des grossesses non désirées. Donc, vous faites des canaux pour leur dire, voici les moyens que vous pouvez utiliser pour éviter de briser votre avenir. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, j'aimerais bien recontextualiser la chose. Et lorsqu'elles viennent vers vous, à présent, est-ce qu'en fonction de l'âge, il y a des méthodes qui leur sont recommandées ou pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous leur recommandez quoi? On est curieux sur ce plateau, on veut tout savoir. Déjà, si c'est une jeune fille qui n'est pas sexuellement active, mais qui veut avoir des informations, on lui parle surtout de l'abstinence. D'accord. On lui parle surtout de l'abstinence. Très bon point, hein. Je suis sûre que les parents seront contents à la maison. Après ça, il y a les préservatifs. Après, il y a les pilules. En fonction de ce qu'elle est prête à accepter. D'accord. Quand elle sera prête. Voilà. Non, on les parle souvent de l'abstinence. Surtout si elles sont des jeunes filles, 12 ans, 15 ans, l'abstinence. Et à partir de quel âge vous pensez qu'une femme peut être sexuellement prête sexuellement? Il n'y a pas un âge fixe. Hein. Il n'y a pas un âge fixe. Il n'y a pas un âge fixe. En tout cas, lorsque le suivi il est fait, lorsque les conseils ils sont donnés, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait lorsque ces personnes-là, jusqu'à ce qu'elles entrent dans le foyer, est-ce que c'est possible? Oui, il y a un suivi qui est fait. Déjà, quand elle vient pour la consultation, planification familiale, il y a un rendez-vous qui est donné. D'accord. Donc, si elle ne respecte pas son rendez-vous, souvent on a leur contact. Donc, on essaie de les joindre, de rappeler ton rendez-vous, c'est pour telle date, n'oublie pas. On est en contact avec elle. D'accord. Et justement, dans le reportage qui est passé, nous avons entendu parler du coït interrompu. Pour ces femmes-là qui sont au foyer et qui estiment que c'est de façon urgente qu'il faut prendre une méthode de contraception, est-ce que le coït interrompu peut être une option? Parce qu'elles n'ont peut-être pas forcément le temps, vous l'avez dit, les enfants sont là, il faut s'en occuper, pas le temps de laisser les travaux à la maison pour venir s'asseoir dans un centre forcément pour se faire suivre. C'est une option. Le coït interrompu est une option, mais bon, elle n'est pas efficace à 100%. D'accord. Elle n'est pas efficace à 100%. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que les femmes qui adoptent cela arrivent vraiment à être satisfaites, totalement couvertes? Une minorité est satisfaite. Une minorité? Oui, une minorité est satisfaite. Donc, il faut quand même se rapprocher et puis adopter une méthode. Oui, une méthode durable et efficace. Une méthode durable et efficace. Lesquelles, par exemple? Nous avons, par exemple, les implants. D'accord. Nous avons les implants. Il y a aussi des injections qui se font, des injections de 3 mois, des implants de 5 ans. Il y a aussi un stérilet qui se met dans l'utérus. Il y a aussi les méthodes chirurgicales qui sont irréversibles. Donc, il y a plein de méthodes. Est-ce qu'il n'y a pas également comment je perds le mot, les effets négatifs, pardon, les effets négatifs qui font peur parce qu'on nous dit souvent quand vous prenez une hormone, après on se sent fatigué, on a peut-être le vertige, un temps soit peu, des fois on prend du poids. Est-ce que ce sont des idées reçues ou est-ce que c'est effectif et il faut se préparer pour? Bon, ce ne sont pas uniquement des idées reçues parce que vous savez, le corps humain est fait d'un être à un autre. Puis ce sont les hormones, ce sont des produits chimiques. Donc quand on injecte un truc, en fonction de ton organisme, il y aura une réaction. Donc il faut forcément s'attendre à un truc, à une réaction. Pas forcément négative parce que quand on dit il y a une injection, il y aura forcément un truc qui va changer. Donc, pas forcément une réaction négative. Il faudrait que les femmes s'attendent à un changement. Voilà.
Un changement. Ok, et lorsque vous les recevez et qu'elles font face à ces peurs, elles font face à ces inquiétudes, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Peut-être que celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement parce que justement n'ayant pas le temps et qui nous suivent depuis la maison également pourront être aguerries par ce que vous allez dire tout de suite. Déjà, avant de se mettre sous une méthode contraceptive, on explique les éventuels risques. Pas des risques, mais bon, les éventuels changements qu'il peut y avoir. Faites-le, nous sommes là, elles vous suivent, elles sont à la maison avec les enfants, elles vous écoutent et peut-être qu'elles vous contacteront juste après pour venir. Bon, après, quand une femme se met sous contraceptif, déjà, il peut avoir une absence de règles. D'accord, ah oui. Oui. Si elle est sous une méthode de 3 mois, elle peut ne pas avoir ses règles pendant les 3 mois. On parle des injections, puisque vous avez parlé d'injections tout à l'heure. Elle peut ne pas avoir ses règles pendant 3 mois. Même après la fin des 3 mois, il y a une marge, une période donnée. 2 mois après, 2 mois après la fin de cette période, 2 mois après la fin de l'injection. Voilà, de l'injection. Elle peut ne pas avoir ses règles. D'autres femmes ont leurs règles en abondance. Ok, donc ça varie comme vous le dites. Ça varie d'une femme à une autre. D'autres femmes ont les règles en abondance, d'autres, elles saignent juste 2 jours, puis ça s'arrête. D'autres prennent du poids. Ah oui. Au même moment, d'autres ne prennent pas du poids. Est-ce qu'on peut en perdre aussi? Non, c'est pas évident. C'est pas évident. D'accord, et là, ce sont les méthodes. On a parlé d'injection, je suppose qu'on fait référence à l'injection et à l'implant. Vous avez également parlé du préservatif qui peut être adopté par les femmes mariées et qui sont efficaces. Hein? Oui. Le préservatif, c'est une méthode très efficace, approuvée par la majorité. D'accord. Et qu'est-ce que vous recommandez principalement? Je crois que vous avez également parlé, en dehors de l'implant, des injections, vous avez également parlé d'autres méthodes. Oui, oui. Il y a également les stérilés. Les stérilés. Donc, en fait, je ne pourrais pas donner une recommandation. Donner tous les risques. Est-ce que je vais appeler ça des risques, mais des effets secondaires? Des effets secondaires de la planification familiale. En tout cas, elles l'auront compris. Hein. Je pense que plusieurs vont opter certainement pour les injections, pour les implants et pourquoi pas pour le préservatif. En tout cas, si certainement elles ont besoin d'autres informations, elles viendront vers vous pour en savoir davantage. Mais on a l'impression, depuis le début, les hommes nous écoutent, ils vont avoir l'impression de se sentir lésés quelque part. Est-ce que vous leur offrez également des choses? Oui. Le service de planification familiale est ouvert aux hommes comme aux femmes. Donc, ce n'est pas un service réservé uniquement aux femmes. Si un homme vient et puis il expose sa situation, on l'aide à trouver une solution. Donc, ce n'est pas un service réservé uniquement aux femmes. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Madame Berny. C'était un plaisir de vous avoir. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Nous avons eu assez d'informations. Je vais vous raccompagner et on fait place à la suite de cette émission. Avec OneXBet, c'est quand tu veux, où tu veux. En 2025, vous avez été nombreux à croire en nous. Chers clients, annonceurs, partenaires, grâce à votre confiance, la SRTB a fait entendre vos messages, a rapproché les voix et a marqué les esprits. Merci d'avoir été au cœur de notre succès. À l'horizon, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, une ambition encore plus grande pour mieux vous servir. Bonne année 2026. SRTB, ensemble avec vous. Sans transition, donc, on passe à une autre rubrique. Je souris beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit bien sûr de Bénin en mouvement. Ghislaine Adimi, bonjour. Bonjour Jennifer. Est-ce que vous pouvez confesser aux téléspectateurs ce que vous avez fait déjà pour commencer? Vous voulez parler de quoi, s'il vous De plaît? ce que vous leur préparez. Ah ben dis donc, je leur prépare une autre dimension de la destination Bénin. N'est-ce pas? Et c'est toute l'équipe de BLB qui vous y embarque. On peut y aller? On y va avec grand donc. plaisir. Le
petit train de Cotonou, vous connaissez? Un petit train touristique, comme dans toutes les grandes villes occidentales. Et ce petit train à Cotonou permet de faire le tour, de découvrir la ville. Nous allons découvrir ensemble avec une équipe, l'équipe de Bonjour le Bénin. Une équipe constituée de journalistes, de cadreurs, de techniciens de la SRTB. On y va, on les suit. Ben, vous avez vu comment je me comportais en touriste, on descendant du petit train de Cotonou. On sent votre satisfaction dès votre descente. Ah non, je vous assure. Sislène, vous avez aimé la balade? C'était adorable. Je n'ai pas été la seule à adorer. Je n'ai pas été la seule à aimer. Et on va écouter les autres aussi qui faisaient partie de cette petite balade. On peut lire sur le monument en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Alors, Dahomey Discovery, en fait, comme je le dis souvent, en fait, c'est pas, ce nom-là de l'agence n'est pas venu au hasard. En fait, Dahomey, vraiment, c'est pour l'histoire et la mémoire et la dignité. Et puis Discovery, c'est vraiment aujourd'hui venir découvrir l'Afrique, mais le Bénin, mais pas seulement comme on a l'habitude de le faire, mais nous, en tant qu'afro-descendants, venir redécouvrir chez nous, mais en fait avec les personnes qui sont ici déjà. Alors vraiment l'idée, en fait, moi ça fait plus de 9 ans que je viens au Bénin et j'ai vu un peu l'évolution qui s'est fait au niveau dans le domaine touristique. Et aujourd'hui ce projet-là,
rentre vraiment dans la politique qui est menée par le gouvernement dans le domaine du tourisme. Et toutes les grandes villes, aujourd'hui, on est ailleurs, ont un petit train touristique dont je me suis dit pourquoi pas chez nous. Donc c'est un projet, ça fait 3 ans qu'il devait voir le jour. Aujourd'hui, ça fait 10 mois qu'on travaille de manière acharnée, comme on dit, avec quand même l'appui des différents ministères, institutions. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment une fierté collective, pas que pour Dahomey Discovery. Alors, il n'est possible qu'à Cotonou pour l'instant, parce que ce petit train aura très prochainement un petit frère ou un cousin qui sera sur Ouidah. Alors aujourd'hui, au-delà des packages qu'on propose pour tout public, il faut savoir que ce petit train peut se louer pour des événements, un mariage, peut être complètement privatisé, mais après c'est sur demande de devis par rapport à la proposition. En fait, on fait des propositions par rapport aux demandes de la personne. On a un site internet, on a donc Petit Train de Cotonou, on a tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Quand on tape Petit Train de Cotonou, on tombe sur nos réseaux et il y a un lien qui ramène directement sur notre site internet où là vous avez toutes les informations, les horaires de circulation, les tarifs, les différents tarifs qu'on propose. Et vous avez la possibilité de payer en ligne ou directement prendre vos tickets sur place, sur l'esplanade de l'Amazon. Donc les départs et les arrivées se font ici exactement au niveau de l'esplanade de l'Amazon. Alors au niveau des horaires, on fait du 10h pour l'instant, on fait de 10h à 13h avec une pause et on reprend de 15h à 19h. Après les week-ends, je pense qu'on fera des nocturnes selon les demandes. Vous l'avez compris, c'était la promotrice de Dahomey Discovery, le petit train de Cotonou. Mais je vous annonçais tout à l'heure les impressions de ceux qui ont participé à cette petite balade. Waouh, 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 waouh. C'est une expérience immersive très intéressante. En Abanca, dans le petit train de Cotonou, je ne savais pas que j'allais autant apprécier, mais j'en ressors sidérée, émerveillée. Franchement, il faut le faire. Donc faites le programme en famille, venez, carrez vos véhicules et embarquez dans le petit train de Cotonou. C'est une expérience qu'il faut faire. Monsieur le journaliste, je vous dis aujourd'hui que je suis très content de faire la balade 45 minutes de promenade. Vraiment, je suis très content et ça m'a permis de découvrir certains lieux où je passais inaperçu. Et je n'arrivais pas à découvrir ces coins quand je suis en voiture, mais dans le petit train là, et ça m'a permis de découvrir vraiment ces coins et je suis très content de cette balade. Très belle expérience. J'ai redécouvert Cotonou autrement. Je vais inviter des gens à venir faire l'expérience comme moi aujourd'hui. L'expérience est testée, l'expérience est approuvée. D'accord, tout au long du parcours, le confort, la sécurité, l'ambiance, tout était top. Le patrimoine culturel, le patrimoine urbain se raconte autrement et ça fait du bien. Bien, belle initiative de Dahomey Discovery. Agoboro Tchemaka, du petit train découvrir, Aborino Sansan. En tout cas, mais Kade Huro, Adika, Hemani, Fononkoa. Amono Sutamanka, Cotonou, Kakuna, Gono, Hankulu. Aka nyaka dika hebirikani donc wakayo ngona dama maka akinde mare no esplanade Amazon ça dit ma tout dit tebre matia ka gona kuna abori non simplement la goda karade Karamata. Tu as vu comment elle était vraiment dans son élément? En fait, on sent qu'elle était prête pour la balade. On sent qu'elle était préparée pour découvrir. Non, ce fut une très belle découverte. Oui. On l'a décidé comme ça ici. On était allé pour s'amuser et on a vu que c'était vraiment bien. Il fallait le faire pour démontrer aux gens comment on peut s'amuser, comment on peut se distraire en étant sur place à Cotonou. La promotrice a promis de le faire aussi dans d'autres villes. Bien sûr. Et elle a d'ailleurs parlé de nocturne si c'est possible. Je pense que ce serait très agréable. Vous savez, moi, en y allant, je me suis dit, mais Cotonou, je connais tellement Cotonou, je suis née, j'ai grandi à Cotonou, je ne sors pas, c'est mon quotidien. Mais franchement, il y avait une très bonne ambiance. Chers téléspectateurs, je vous souffle que Ghislaine est une ambianceuse. On a rigolé tout le temps. On a dansé, on a chanté. Et c'était une autre... On a fait tout ce qu'on pouvait faire avec le petit train. Absolument. On a redécouvert, en fait, le Cotonou. Et on s'est rendu compte que quand même, c'est
Intéressant, hein, Cotonou. Très pas intéressant. mal, hein, Et c'est vraiment intéressant de découvrir Cotonou d'une dimension qu'on ne connaissait pas. Absolument. Comme l'a dit Karama dans son intervention, que je me permets de traduire rapidement. Ah, heureusement, vous avez compris. Quand on vient, on peut déposer son véhicule, venir en famille ou en communauté entre collègues, déposer les véhicules et faire cette expérience. C'est vraiment intéressant. En tout cas, big up également au réalisateur Timothée Ronton qui était avec nous. Et le conducteur Pierre Denonc et également Benjamin Denayon. Benjamin Denayon, qui était là, mais qu'on n'a pas pu voir parce qu'il était derrière la caméra, justement. Malgré qu'il profitait de la balade, il était obligé de travailler aussi. Et Ghislaine, vous pensez y aller, y retourner? Ben oui, je vais y retourner avec la famille, avec les enfants. C'était vraiment agréable. C'était l'ambiance qu'on a eue à l'intérieur. Ça m'a rappelé les périodes où je voyageais avec l'équipe de handball. On était encore tout jeunes, tout petits. Oh, c'était beau. Donc, ça m'a rappelé cette bonne ambiance. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi le faire à tout âge. Absolument. Donc, cher peuple béninois, je ne parle pas en tant que président de la République, je dirais plutôt, chers concitoyens, faites cette expérience. Sortez un week-end et pendant peut-être une soirée ou un après-midi, les jours d'anniversaire, puisque la promotrice a dit qu'on peut louer le petit train pour d'autres événements. Donc, n'attendons pas que les touristes viennent nous montrer comment on peut s'amuser. Je suis bien Nous-mêmes, là, on peut se comporter en touriste. Je suis d'accord et je vais le faire également, comme vous le disiez, avec la famille. Je vous raccompagne, Ghislaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne suite d'émission. Merci à vous et merci pour l'élément réalisé. Place à présent à la prochaine rubrique éducation aux médias. Depuis quelques jours, vous le savez, on vous sensibilise, on vous éduque sur l'utilisation des réseaux sociaux et du digital. Notre invité est déjà sur le plateau. C'est juste après ceci. Bien souvent, sur les réseaux sociaux et dans le monde du digital, la valeur se mesure en chiffres, likes, followers, impressions ou encore influence. Cette pression sociale influence non seulement la communication, mais également des décisions professionnelles ou encore personnelles, ainsi que la confiance en soi. Ce matin, nous allons décrypter le phénomène et comprendre comment peut-on interpréter cette quête de validation, mais surtout quelles sont les pincettes à prendre pour ne pas se laisser avoir. Et comme d'habitude, il est là avec nous depuis le début de cette semaine. Nous recevons Gérier Dabolinon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer. Entrepreneur et spécialiste du live commerce et de la vente digitale. En effet. Alors, dans le monde du digital, où vous êtes, quelle place est attribuée à tout ce qui est like, followers, nombre de partages, etc.? Alors, les likes, les followers et tout ça, c'est la vitrine numérique d'une personne, d'une entreprise. D'accord. Sauf que, en fait, tout le monde s'y attroupe, sauf que on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. N'est-ce pas? Oui, ça peut être des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Absolument. Donc, et en quoi est-ce que ça joue sur la crédibilité ou non d'un profil ou d'un compte? Alors oui et non. D'accord. Oui, dans le sens où, effectivement, lorsque vous avez beaucoup de likes, vous avez beaucoup de followers, ça suggère que vous avez une certaine légitimité, que vous êtes peut-être professionnel dans un tel ou tel autre domaine. Et non, parce que tout simplement, aujourd'hui, dans l'environnement où nous sommes, c'est des choses qui peuvent également s'acheter. Donc, on peut acheter des likes, on peut acheter des followers. Donc, finalement, ce n'est plus tellement l'indicateur qu'il faudra regarder pour pouvoir décider de si une telle ou telle autre structure ou entreprise ou un profil est plutôt convaincant ou non. Et comme vous le dites, c'est important, mais en quoi est-ce que leur quête, la quête effrénée, peut-être de ces nombres de followers, de cette audience-là, peut agir de façon positive ou peut-être même négative sur un compte, sur un profil? Alors, il faut savoir dissocier la quête des likes de l'atteinte de ses objectifs. D'accord. En réalité, les followers, les likes, tout ça, ça ne paye pas les factures. N'est-ce pas? Non, ça ne paye pas les factures. Il faut plutôt regarder à l'impact que vous apportez, que vous pouvez avoir sur votre communauté. Si du moment où vous arrivez à avoir un impact
sur votre communauté, vous n'avez peut-être pas un certain nombre de followers, ce n'est pas bien grave. Moi, je préfère avoir 100 followers qui achètent que 10 000 followers qui me regardent. Donc, clairement, il faut savoir faire la part des choses à ce moment-là. Exactement, parce qu'il arrive qu'on a justement de ces followers fictifs, de ces j'aime fictifs qui n'ont pas forcément d'impact, c'est bien cela. Bien sûr. Alors, lorsque on entame ce genre de démarche-là, justement, qu'est-ce qu'il faut éviter ou non? Vous avez parlé de se méfier, de ne pas forcément mettre cela en avant, mais qu'est-ce qu'il faut éviter lorsqu'on se dit il faut que forcément j'explose les compteurs? Alors, tout de suite, nous sommes rentrés dans le piège de l'algorithme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on veut plus impressionner que partager quelque chose. La plupart du temps, les gens veulent devenir des clowns plutôt que de faire le métier pour lequel... Répétez ça, s'il vous plaît. Répétez, oui, ça m'intéresse. En fait, les gens veulent devenir des clowns plutôt que de faire ce qu'ils savent faire, leur métier. Aujourd'hui, c'est le piège dans lequel on est tombé malheureusement et c'est justement de ce piège qu'il faut se défaire. Apprendre à faire ce qu'il faut, faire son travail, montrer ce qu'on sait faire plutôt que de chercher à avoir beaucoup plus d'abonnés, ce qui finalement ne nous aide pas puisque le finish, c'est de pouvoir payer ses factures, de pouvoir être épanoui dans son activité. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de pression sociale? On a l'impression que c'est devenu tellement plébiscité à présent que certains modifient leur contenu, comme vous le disiez, faire les clowns juste pour cela. Est-ce que quelque part, il n'y a pas cette pression-là qui pousse à cela, vous le disiez, et des gens achètent même juste pour plaire? Oui, il y a la pression. Mais lorsque vous savez définir vos objectifs et que vous savez pourquoi vous êtes, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous ne devriez plutôt pas céder à la pression. Parce qu'il y a être populaire et être crédible. Aujourd'hui, beaucoup vont vouloir être populaires. J'ai envie de dire que des bangers, hein, que de paroles fortes, être populaire, il faut chercher à être crédible et pas être populaire. Merci beaucoup. Parce que ça ne sert à rien d'être populaire si on a une mauvaise image, mais plutôt être crédible, parce qu'avec votre crédibilité, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Absolument. Donc, la quête des followers, des likes, ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut justement impacter au travers de son contenu, de son authenticité. Donc oui, il y a ce piège-là qui est là, il y a cette pression-là qui est permanente, qui est présente, mais il faut juste savoir connaître ses objectifs et s'aligner sur sa vision. Et certains parlent de stratégie, hein, lorsque vous parlez, par exemple, d'acheter des likes, de modifier son contenu. Certains parlent de stratégie. Donc, on est bien surpris que ce ne soit pas forcément ce qui permet de gagner le plus d'argent. Dans ce cas-là, quel contenu offrir? Alors, puisqu'il faut se concentrer sur le contenu. Le contenu qu'il faut offrir, il est tout simple. Posez-vous les questions suivantes. Alors, est-ce que ce que je veux faire, ça aide quelqu'un? D'accord. Si ce que je veux faire n'aide pas, en réalité, c'est peut-être pour faire beaucoup de bruit, c'est pour faire du spectacle. Si l'autre question qu'on peut également se poser, c'est quel est l'impact que je veux avoir? Est-ce que je suis authentique au travers de ce que je veux faire? Parce que ça ne sert à rien de vouloir ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Parce que justement, c'est ce que l'algorithme aime. L'algorithme nous met dans des cases, nous formate pour que nous puissions être lisses, que nous puissions faire ce que tout le monde fait, qui rapporte des likes, qui rapporte des followers. Mais au finish, si les followers que nous gagnons ne nous servent pas à atteindre nous-mêmes nos objectifs, par exemple d'entreprise et autres, au finish, à quoi bon être sur les réseaux? Parce que, si vous me le permettez, les réseaux, c'est juste une extension de ce que nous sommes, de notre activité. Absolument. Il faut pouvoir le savoir et savoir jouer avec, tout simplement. Alors, nous allons partir sur un cas pratique, j'ai envie de dire. Je décide d'aller sur les réseaux, pourquoi pas être comme vous, être connu. Je vous observe. Être crédible. Être crédible, pardon, être crédible. Et je vous observe, je dis, d'accord, Géry Dabolino, il impacte, il arrive à atteindre ses objectifs, mais quelque part, j'ai Madame X qui se fait beaucoup remarquer par ses scandales, par ce qu'on peut appeler le buzz, par tout ce qui est polémique, mais qui, au finish, quand même, a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes.
est-ce que quelque part, je ne serais pas tentée d'aller vers là-bas? Qu'est-ce que je perds si je privilégie quelque chose qui ne m'est pas propre, qui n'entre pas en rapport avec qui je suis, au détriment d'être crédible? Alors, encore une fois, la question des objectifs revient. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on fait... On peut avoir cet objectif-là? Être Faire populaire, du buzz, oui. Le bad buzz. Oui. Ben, écoutez, c'est un choix de vie. Hein. D'accord. Chacun assume les choix qu'il fait. Absolument. Mais pour ma part, vous êtes une entreprise, vous êtes une personne qui se veut être responsable, respectable. Vous allez savoir choisir les choses. Vous ne vous laisserez pas aller à des bad buzz dans le but d'acquérir des followers. Ça ne sert strictement à rien. Parce que c'est vrai, c'est une stratégie que certains vont utiliser, mais dans le même temps, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que vous gagnez des abonnés, vous gagnez beaucoup de followers, mais qui, au finish, ne vous profitent en rien. D'accord? Oui, des commentaires, etc. Mais le jour où vous décidez de présenter une activité, le jour où vous décidez de vous lancer, par exemple, dans un projet, mais ils ne suivent pas, parce qu'ils ne sont pas venus à la base à cause de cette activité. Ils sont venus parce que peut-être vous savez vous trémousser ou que vous savez raconter des ragots, etc. Donc clairement, ils ne vous suivent pas. Par contre, quelqu'un d'autre qui aura, dans le temps, construit sa communauté, aura pris le temps de leur montrer ce qu'il sait faire. Lui, il peut avoir même 10 abonnés, vous en aurez 2 millions, et j'en vois souvent sur Internet, vous en avez 2 millions, mais vous ne faites pas autant d'impact que celui-là qui en a que 10 ou 100. Absolument. Ouais. Absolument. À présent, dans l'autre sens, je décide donc d'avoir une image plutôt crédible, d'être responsable, de me présenter. J'entreprends quelque chose, mais malheureusement, contrairement à vous, Monsieur G, puisque c'est votre nom sur les réseaux sociaux, je n'ai pas autant d'impact. Je démarre peut-être un mois après. Je me rends compte que mes chiffres ne sont pas, pas très élevés, mais ne sont pas au niveau où je devrais. Est-ce que dans ce cas, je ne suis pas tentée d'acheter les commentaires, d'acheter les likes? Oui, au vu de tout ce qu'on a dit, ça ne vous profite pas. Ça vous dessert que de vouloir... Il faut patienter. Il faut apprendre à patienter. Il faut apprendre à patienter. Les choses qui durent dans le temps ne se font pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps pour construire une activité, pour construire un immeuble. On ne le fait pas en 2 jours. Donc, si vous avez l'intention de construire quelque chose de périn, vous devrez apprendre justement à patienter, à faire les choses, à suivre les étapes. À suivre les étapes, construire une communauté, ça demande du temps. Ça demande que les gens apprennent à vous connaître, apprennent à vous découvrir, apprennent à connaître votre activité pour pouvoir vous suivre dans le temps. Mais quelqu'un qui vient de découvrir subitement, vous venez un mois après, vous souhaitez déjà avoir une communauté, c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. Donc il faut patienter et justement lorsqu'on poursuit son objectif, ne pas dévier dans tout ce qui est adulation, des likes, etc. Mais quels sont les réseaux, puisqu'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous suivent? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Lorsqu'on veut avoir un impact, je vous pose la question, quelles sont les plateformes à recommander? Quels sont les réseaux qu'il faut utiliser? Alors, toutes les plateformes peuvent nous permettre d'avoir un impact. D'accord. Ce n'est pas en soi la plateforme, c'est en fait l'objectif défini. Vous savez, par exemple, je prends le cas de Facebook. Généralement, sur Facebook, c'est plus le qu'en dira-t-on. C'est ça. Qu'est-ce que les gens pensent de ce que j'ai dit ou fait. Sur Instagram, c'est plus lisse, c'est plus esthétique. On veut se rendre beau, on veut être le plus beau. On veut soigner son image. Sur TikTok, c'est le spectacle. La foire. C'est là-bas que tout le monde joue les clowns. Et sur les lives, par exemple, je veux bien profiter pour en parler. Sur les lives, c'est la réalité, c'est la vraie vie. C'est ça. C'est là, en fait, parce que vous ne pouvez pas tromper quelqu'un pendant 1 heure devant votre caméra. Pendant 1 heure. Vous êtes obligé d'être quelque part découvert. Et la personnalité ressort. Et la personnalité ressort. Et vous êtes, je dirais, mordu des lives, vous utilisez beaucoup cette arme-là, si je peux appeler ça une arme. Oui, parce que j'aime faire le lien entre la réalité et le virtuel. Mes clients ou les personnes que j'accompagne, mes partenaires, ils me font confiance parce que justement, je leur permets de faire le pont entre leur communauté en vendant leurs produits et services. Justement, comment vous arrivez à les satisfaire? Parce que quand je vous suis, parce que je vous suis beaucoup, on se rend compte qu'il y a pas mal de messages, de commentaires. Je ne vais pas dire que c'est presque, pour ne pas dire c'est presque, on a l'impression que tout est positif.
Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est une astuce? Est-ce que vous truquez un peu? Vous supprimez les mauvais commentaires? Est-ce que c'est une stratégie? Comment ça se passe? Alors, je suis sur les réseaux, ça fait un petit bout de temps quand même. D'accord. Et si vous faites mauvais, les gens, surtout sur les réseaux, ne vont pas hésiter à vous le dire. Exactement. D'accord? Parce qu'eux sont derrière leur téléphone, vous ne pourrez rien leur faire, a priori. Donc, je pense que c'est parce qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, j'ai pu laisser cette image positive aux gens que souvent, je n'ai pas ces retours négatifs ou autres là. Donc, voilà, j'essaye de faire mon travail comme il se doit et puis c'est bon. Et pourquoi le live? C'est avec vous, hein, et après je l'ai découvert également, le live commerce. Oui. Expliquez-nous déjà le concept. Je pense que vous proposez les produits de personnes que vous vendez. Oui, alors le live commerce, c'est un peu comme les émissions de télé-achat qui se faisaient dans le temps. Bien sûr. Sauf que c'est la version améliorée, c'est la version 2.0. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme quand nous allumons nos lives et tout ça, c'est un peu comme si on était au marché et que des clients venaient à nous, voyaient les produits que nous proposons et puis les débattaient s'il faut, discutaient, voulaient comprendre l'utilisation, etc. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est juste qu'on a déplacé le marché sur nos téléphones. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez, il y a des personnes, je dirais, un peu timides, qui se disent « je veux vendre, mais je n'arrive pas, j'ai des produits, mais je ne sais pas les écouler ». Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme une sorte de réceptacle pour ces personnes-là, et vous vendez à leur place. Oui, nous sommes en fait le pont, les intermédiaires entre leur clientèle, leurs prospects, leur clientèle, et leur entreprise. En fait, nous nous retrouvons au milieu parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas le temps, ils n'ont pas les armes que nous avons, les stratégies que nous nous proposons, la structure que nous avons en place pour vendre, et ils ne les ont pas. Donc, le plus simple, c'est de nous confier le travail. Nous, c'est ce que nous savons faire. C'est comme une sorte d'agence que oui, vous avez. c'est une agence. C'est une agence, d'accord. Oui, oui. En bonne et due forme. Oui. Avec des collaborateurs? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je ne pourrais d'ailleurs pas le faire tout seul. Le nombre de sollicitations ne fait que grandir. Donc, clairement, je ne suis pas en mesure, moi seul, de pouvoir être partout à la fois. Surtout que c'est du temps qu'on y met. Je ne peux pas me dédoubler. Donc, il faut justement que j'ai des personnes pour pouvoir m'accompagner dans cette tâche-là. C'est très intéressant. Vous savez, je découvre au fur et à mesure le métier. C'est vrai que je n'ai pas forcément le temps de tout le sens suivre, mais je me rends compte que vous êtes basé sur votre performance, en quelque sorte, étant quand même assez crédible, assez très fort dans les lives pour rentabiliser cela et aider, accompagner les entreprises. C'est en effet ça. OK, donc si j'ai besoin de vente, je vous contacte, n'est-ce pas? Oui, si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans la communication, le marketing, la vente surtout, parce que notre stratégie est focus sur la vente. Sur la vente. Oui, donc la vente de vos produits, services, que vous soyez une marque, une entreprise ou encore un commerce. Eh bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour intervenir. Mais je suis également l'avocate, parce que je sais qu'ils nous ont beaucoup suivis cette semaine, de ces jeunes entrepreneurs-là. Est-ce que vous pouvez quand même leur donner, avant de partir, quelques armes, on ne va pas livrer tous les secrets, pour gagner du terrain sur les réseaux? Il faut être authentique. Je ne dirais pas autre chose. Le secret. Il faut juste être authentique. Il faut, si vous savez que les likes vous perturbent, bloquez tout simplement les paramètres pour ne pas savoir combien de likes il y a, etc. Ne regardez pas ça, mais soyez authentique dans ce que vous faites. Et comme ça, les gens vous découvrent sous votre vraie identité. Absolument. Ceux qui vous aimeront, vous aimeront. Ceux qui ne vous aimeront pas vont trouver les personnes qu'ils aiment tout court. Parce que c'est vrai que quelquefois, ça bouleverse. J'aimerais savoir avec vous, en toute honnêteté, au début, peut-être, vous l'avez dit, il faut de la patience, il faut construire un immeuble, etc. Mais au début, certainement qu'arrivé sur les réseaux, vous ne vous êtes pas retrouvé à, je ne sais pas, un certain nombre. Est-ce que ça ne vous a pas découragé, déstabilisé? Découragé, non. Non? Découragé, non. Parce que déstabilisé, peut-être. Parce qu'on se dit, est-ce que ce que l'on fait, ça atteint les objectifs? Est-ce que ça a un impact? Mais il faut pouvoir persévérer, il faut pouvoir être résilient face à ces choses qu'on rencontre. On ne réussit pas toujours d'un coup. Il faut apprendre à être persévérant. Il faut savoir également réajuster parce que parfois on se croit être dans la bonne ligne, mais on est à côté.
Donc, il faut savoir analyser ces résultats et tirer parti de cela pour mieux rebondir. C'est aussi simple que ça. Et comment on choisit son contenu? J'en profite parce que je ne sais pas, moi, cette semaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on va vous revoir. Comment on choisit son contenu, ce dans quoi on a envie de se spécialiser sur les réseaux? Alors, l'une des choses qu'il faut regarder d'abord, c'est dans quoi vous êtes passionné. D'accord. Maintenant, après, moi, je le dis, je peux être brut, peut-être, désolé, mais si ce qui vous passionne ne permet pas de payer vos factures, laissez d'abord. N'est-ce pas? Laissez d'abord. Occupez-vous de ce qui peut vous rapporter de l'argent. Et ensuite, quand vous serez satisfait sur ce plan, vous pourrez vous livrer à votre passion qui est peut-être un hobby. D'accord. Et donc, dernière question, je promets de vous laisser juste après. Comment on arrive à rester constant? Parce que comme je vous le disais, je vous ai beaucoup observé, il y a la constance. Comment on arrive? La constance, c'est une question de discipline. N'est-ce pas? C'est une question de discipline, c'est une question de ses objectifs. Vous savez que si vous décidez de faire du contenu, de créer du contenu, peut-être 3 par jour, tenez-vous-en à le faire. Donc, je résume, je veux bien comprendre. Je me dis, je veux le faire, je me fixe tel objectif. Et je fais tout pour que ça ne rate pas. Oui, débrouillez-vous pour le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Débrouillez-vous pour le faire. C'est pas facile, le métier. Après, vous pouvez programmer. Ce qui est D'accord. bien également, c'est que vous pourrez programmer. Si vous avez un temps de disponible où vous savez que voilà, c'est creux, vous pouvez profiter de ce temps et préparer votre semaine. Faire le nombre de contenus dont vous avez peut-être besoin, bien sûr, tenant compte de votre programmation. Et puis, au moins, vous êtes là. D'accord? Donc, ça vous permettra justement de rester constant, de pouvoir atteindre vos objectifs et par derrière, de recevoir la rémunération ou la récompense que nous tous visons en étant sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Gérié Dabolino. C'est vrai que nous sommes au terme. Je ne sais pas si vous avez peut-être un message à passer, un dernier mot, un appel peut-être. Ben, écoutez, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose lorsqu'on sait les utiliser. Aujourd'hui, ça permet à beaucoup de personnes qui étaient méconnues, qui n'étaient pas du tout connus dans leurs activités, de se faire connaître. Et pour ceux-là qui peut-être n'ont pas les armes que nous avons, les stratégies et autres que nous avons, rapprochez-vous de nous tout simplement pour que nous puissions nous occuper de vous, de votre activité pour vous. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup, Gérié Dabolino. Je rappelle justement que vous êtes entrepreneur et spécialiste du digital. Là, je vais me retrouver spécialiste du live commerce et de la vente digitale. C'était un plaisir de vous avoir toute cette semaine et pour le plaisir des téléspectateurs, vous allez certainement revenir. Sans doute. Merci beaucoup. Place à présent à la revue de presse. Marcel Arrossi est déjà dans ce studio. Il s'installe. Marcel Arrossi a fait le tour des journaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Bonjour Jennifer, bonjour à tous. Les pages que nous tournons aujourd'hui et ce matin précisément parlent d'ambition, de transformation et de mue. 3 regards sur un pays en mouvement, le Bénin. Le Bénin que nous admirons tous, n'est-ce pas Jennifer? Le Bénin que nous aimons tous par ici. Qui se transforme, qui nous permet justement d'être fiers. On a beaucoup d'avancées, enregistré beaucoup d'avancées, présentées également au monde. Donc il y a de quoi forcément être fier et puis nourrir cette fierté absolument. D'accord avec vous, Marcel. Donc vous faites bien d'en parler et vous faites bien de revenir là-dessus certainement. Voilà. Et premier émetteur souverain d'Afrique en 2026, titre le quotidien de service public La Nation. Comme un coup de marteau sur l'enclume de l'histoire, le Bénin franchit un cap et ose l'inédit. 500 millions de dollars levés à travers un soukuk international, une première pour un État africain en 2026, un instrument de finance islamique éthique et innovant qui fait entrer le pays dans un cercle jusque-là réservé aux grands
grandes places financières. Et comme pour sceller ce succès, la nation révèle une seconde manœuvre tout aussi stratégique, la réouverture de l'eurobond 2038 pour 350 millions de dollars supplémentaires. La nation souligne et va insister d'ailleurs sur ceci, une ingénierie financière maîtrisée, un risque de change couvert, des taux compétitifs et surtout une confiance internationale affirmée. À Doha, Abu Dhabi, Londres ou Dubaï, le Bénin séduit, rassure et convainc. Résultat, un carnet d'ordre de plus de 7 milliards de dollars, une sursouscription qui parle plus fort que tous les discours selon le quotidien de service public qui va conclure en disant que le Bénin ne suit plus la cadence mondiale, il donne plutôt le tempo. Bénin intelligent parle d'opération historique et le mot n'est pas galvaudé. Avec son sukuk inaugural, le Bénin diversifie ses sources, innove dans ses outils, élargit son horizon financier. L'eurobond 2038, lui, vient consolider la crédibilité et renforcer la signature, ancrer aussi la confiance des investisseurs mondiaux. Pour Bénin Intelligent, c'est un message très clair. Le Bénin ne cherche pas seulement des ressources, le Bénin bâtit une réputation, le Bénin structure son avenir, le Bénin parle désormais le langage des marchés globaux. Fraternité raconte la transformation urbaine. Adieu Misebo, Dantokpa attend son tour. Un titre chargé d'émotions mais tourné résolument vers l'avenir. Le marché de friperie de Misebo tombe non pas dans l'oubli mais dans le chantier du renouveau. Une démolition encadrée, annoncée et sécurisée et surtout un relogement organisé. À PK3, à Kpakpa, un marché moderne s'ouvre, 2200 commerçants attendus, 349 boutiques, plus de 1700 étals, des hangars, de l'ordre, de l'hygiène, de la sécurité. Fraternité insiste, personne n'est laissé au bord de la route. Après Misebo, Dantokpa se profile non pas comme une menace, mais comme une promesse de réaménagement. Le gouvernement, selon le journal, modernise sans rompre, transforme sans abandonner. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. Je pense que le compte est bon. On a eu assez d'informations variées qui nous disent ce sur quoi les journaux ont publié. C'est tout, Marcel? Oui, ce sera tout pour ce matin. On va prendre congé de nos téléspectateurs. Ben, est-ce que c'est prendre congé? Ce soir déjà, je suis encore là avec eux dans le journal de la nuit et je suis là tous les jours. Donc, pas de congé. Bon travail à vous. Alors, merci. Moi, je vais disparaître pendant quelques jours, mais je vous retrouve certainement après, sinon quelques semaines. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Marcel. Et toute l'équipe, cette semaine a été ravie de vous accompagner avec Timothée Ronton à la réalisation qui, justement, a tout chapeauté, Arnaud Tosset et Sylvanus Adjaro au son, au cadrage. Castel Merento et Rodrigue Blondoumet à la maintenance, William Adeagbo et à l'infographie, Terence Bata. Et puis tout ceci coordonné par la chef d'édition Karamat Agbataou. Alors ensemble, on vous souhaite une bonne suite de journée et excellent week-end par anticipation. Bye bye.